La question de l'impérialisme, elle occupe aujourd'hui une place centrale dans toutes les discussions sur la situation internationale. Et c'est parfaitement compréhensible. Je veux dire, aujourd'hui, la situation mondiale, la situation internationale est dominée par l'affrontement entre des grandes puissances impérialistes. Affrontement militaire, diplomatique, économique. Je veux dire, rien que cette semaine, on a eu une succession d'annonces et de nouvelles que je n'ai pas essayé d'intégrer dans mon exposé parce que ça aurait supposé de le refaire virtuellement toutes les 20 minutes pour suivre les différentes annonces et les cours de la bourse. Mais j'en parle brièvement à la fin. Mais en tout cas, cette question, elle occupe une place centrale dans toute discussion sur la situation internationale. Mais la question de l'impérialisme, c'est aussi une question sur laquelle il y a beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion pour commencer, pour savoir ce que représente, ce qu'est l'impérialisme. Parce que vous avez des gens qui vont réduire l'impérialisme, ou qui vont essayer d'expliquer l'impérialisme de façon culturelle. Du genre, l'impérialisme, ça serait quelque chose qui serait limité à certains peuples, à certaines régions, à certaines cultures, à certaines civilisations. Il n'y aurait que les Blancs qui seraient impérialistes, il n'y aurait que les Européens qui seraient impérialistes. D'autres vont vous expliquer l'impérialisme, en fait, tu vois, c'est avant tout l'impérialisme culturel. Genre, il y a des McDo partout, et on regarde tous, enfin tous. Et il y a beaucoup de films Marvel au cinéma, ça c'est l'impérialisme. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. Une autre explication aussi, c'est que vous avez en ce moment, moi je suis assez impressionné depuis quelques années, par le fait de voir tout un tas de dirigeants de grandes puissances impérialistes qui sont devenus, à les entendre, des héros de la lutte anti-impérialiste quand il s'agit de dénoncer l'impérialisme russe. Vous avez Macron, vous avez Biden, vous avez tous ces gens-là qui pourfendent ce qu'ils appellent l'impérialisme à longueur de temps, à longueur de journée, et qui résument en fait l'impérialisme à la conquête militaire. L'impérialisme, c'est quand un pays en envahit un autre. Premièrement, ces gens-là oublient que leur propre armée, leur propre pays a envahi, et envahit encore aujourd'hui, des tas de pays. Je veux dire, l'armée française, on pourrait passer une bonne partie de la journée à faire le compte des invasions menées par l'armée française ces 60 ou 70 dernières années, en Afrique, au Moyen-Orient, etc. Sans parler des États-Unis, sans parler des autres puissances qui critiquent ce qu'elles appellent l'impérialisme russe. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que l'impérialisme ne se résume pas à cette seule question des invasions militaires. L'impérialisme est un phénomène plus large. Et au-delà de la question de savoir, des confusions qui existent pour savoir qu'est-ce que c'est, se pose aussi la question de savoir comment le combattre. Les deux sont liés. On ne peut pas savoir comment combattre l'impérialisme si on ne comprend pas vraiment ce qu'il est, si on ne comprend pas vraiment comment il fonctionne. Et donc, je vais commencer par poser les choses dans l'ordre. Qu'est-ce que c'est que l'impérialisme ? D'où vient ce phénomène ? Et nous, marxistes, sommes des matérialistes. On part du principe que les conditions d'existence déterminent la conscience et qu'il existe des bases matérielles, en dernière analyse des bases économiques, pour les phénomènes politiques. Et donc la base matérielle de l'impérialisme, qu'est-ce que c'est ? Il y a un peu plus d'un siècle, Lénine le qualifiait, en sous-titre d'un livre qu'il a écrit sur le sujet, dont je recommande la lecture à tous, si vous ne l'avez pas déjà lu pour préparer cette école, ou pour une autre raison. Mais lisez-le, relisez-le, il a plus d'un siècle, mais il n'a pas pris une ride. Donc Lénine qualifiait l'impérialisme de stade suprême du capitalisme. Ça signifie que l'impérialisme, c'est le capitalisme arrivé à un stade supérieur de développement. C'est le capitalisme arrivé au terme de son développement, arrivé à son plein développement en fait. Et Lénine, dans ce livre, il définissait ce phénomène en soulignant ces 5 caractères fondamentaux. Donc je vais lire cette définition qu'il en donnait. Il disait, premièrement, que ça se caractérise par la concentration de la production et du capital, parvenue à un degré de développement si élevé qu'elle a créé les monopoles, dont le rôle est décisif dans la vie économique. Deuxièmement, la fusion du capital bancaire et du capital industriel et la création, sur la base de ce capital financier, d'une oligarchie financière. Troisièmement, l'exportation des capitaux qui prend une importance toute particulière, à la différence de l'exportation des marchandises. Quatrièmement, la formation d'unions internationales monopolistes de capitalistes pour se partager le monde. Et cinquièmement, la fin du partage territorial du globe entre les grandes puissances capitalistes.
Et qu'est-ce que ça veut dire en fait ce processus? Je vais revenir sur ces différents points les uns après les autres. Et pour commencer, il faut comprendre, revenir sur quelque chose, c'est qu'au début, à son apparition, le capitalisme se caractérisait par la concurrence entre les entreprises, par la concurrence entre toute une série d'entreprises dans tous les secteurs de l'économie. Mais Marx avait compris que ce processus de concurrence allait donner naissance à son contraire. Et c'est ce qui s'est produit. La concurrence entre les entreprises a abouti à leur concentration, à l'absorption ou à l'élimination des petites entreprises par les plus grosses. Concrètement, les entreprises les plus compétitives, les entreprises les plus productives, les entreprises les plus rentables ont racheté ou éliminé celles qui l'étaient moins. Et on a abouti comme ça à l'apparition de ce qu'on appelle des trusts ou des cartels qui en sont venus à complètement dominer des secteurs donnés de l'économie. C'est-à-dire soit des entreprises géantes qui dominaient tout un pan, tout un secteur de production donné, soit des alliances entre entreprises qui aboutissaient en fait à éliminer virtuellement la concurrence entre elles, ce qu'on appelle un cartel. Encore aujourd'hui, on voit des situations comme celle-ci. Au début du siècle, de notre siècle, il y a une vingtaine d'années, il y a eu un scandale, par exemple, parce que toutes les firmes de téléphonie mobile françaises s'étaient mises d'accord pour de facto éliminer la concurrence entre elles. Elles s'étaient mises d'accord sur les prix des forfaits, sur ce que ça allait représenter en termes de données mobiles disponibles. Et en gros, elles s'étaient mises d'accord pour éliminer la concurrence et augmenter au maximum leurs profits sur le dos des consommateurs. Ça, c'est ce qu'on appelle un cartel, de facto. C'est l'élimination de la concurrence, mais issue du développement même, en fait, du capitalisme. Et les banques, dans ce même secteur, dans ce même moment, elles passaient, elles aussi, par ce processus de concentration. Les plus grosses banques, celles qui avaient le plus de réserves, celles qui avaient le plus de capitaux, rachetaient les autres, ou les absorbaient, ou les éliminaient purement et simplement. Et donc, on a eu une concentration dans le domaine industriel et dans le domaine bancaire. Et les rapports entre les banques et l'industrie a changé lui aussi. Parce que ces nouvelles entreprises, qui devenaient de plus en plus grosses, elles avaient des besoins de plus en plus importants en capitaux pour leurs investissements. C'est pas très compliqué à comprendre. Quand vous avez une petite entreprise avec une quinzaine de salariés et une machine-outil et une chaîne de production, enfin vous voyez un petit machin, vous n'avez pas vraiment besoin pour investir d'énormes sommes d'argent. Donc, le rôle de la banque dans votre entreprise est différent. Par contre, quand vous commencez à avoir une entreprise géante, avec des usines géantes, pensez aux grandes usines de la vallée de la Ruhr en Allemagne, les grandes usines de la métallurgie française, les grandes usines, ce genre de grandes usines géantes avec des dizaines de milliers de salariés, avec des hauts fourneaux, avec tout ça, quand vous voulez investir pour développer la production dans cette boîte-là, c'est pas le même genre d'argent, c'est pas les mêmes sommes qu'il vous faut que quand vous avez une petite entreprise, une petite manufacture ou une petite boîte avec 10-15 salariés. C'est pas la même chose. Et donc, les sommes de capitaux, l'importance des capitaux nécessaires ont donné aux nouvelles banques, beaucoup plus importantes, ces nouvelles banques géantes qui étaient apparues, un rôle central, en fait, dans l'industrie. Elles sont devenues, en gérant, en fait, les investissements, c'est-à-dire en accordant des prêts aux uns, pas aux autres, en décidant combien, etc. Elles sont devenues, en fait, elles en sont arrivées, en gérant les investissements de ces nouvelles grandes entreprises, elles se sont retrouvées, amenées à jouer un rôle d'état-major économique de ces grandes entreprises. Et on a assisté ainsi, au sein de ces grands groupes, à une fusion de plus en plus importante entre ce que Lénine qualifiait tout à l'heure de capital bancaire et le capital industriel. C'est ce qui a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui le capital financier, c'est-à-dire cette fusion complète entre ces branches du capitalisme qui étaient auparavant relativement séparées, le capital bancaire, le capital industriel. On a assisté en fait à une fusion entre tous ces pans dans de grands groupes gigantesques qui, aujourd'hui, dominent complètement des pans entiers de l'économie. C'est ça qu'on appelle des monopoles. C'est-à-dire des entreprises qui sont tellement gigantesques qu'elles écrasent complètement des secteurs de l'économie et qu'elles ont des richesses qui sont incomparables avec ce que pouvaient être les entreprises capitalistes des débuts du capitalisme, qui des fois même dépassent certains pays.
Je vous conseille des fois de faire ça, de comparer, quand on vous parle de telle entreprise, de tel groupe, etc., d'aller regarder ce que c'est leur chiffre d'affaires, par exemple, et de le comparer à la richesse de certains pays. Par exemple, l'entreprise américaine Walmart, il y a un chiffre que j'ai trouvé en 2022, l'entreprise américaine Walmart, elle avait un chiffre d'affaires supérieur au PIB cumulé des 66 pays les plus pauvres de la planète. C'est-à-dire que vous prenez les 66 pays les plus pauvres du monde, eh ben, ils sont pris tous ensemble, ils ont moins que le chiffre d'affaires de Walmart, la plus grosse entreprise en termes de chiffre d'affaires au monde. Mais ça vaut pour d'autres. Le groupe français Total, lui, c'est pas 66, lui, il a un chiffre d'affaires comparable, enfin supérieur, au PIB cumulé des 43 pays les plus pauvres. Et vous en avez ainsi. Vous pouvez faire la liste comme ça des entreprises qui sont plus riches que des pays entiers. Cette question, ce fait, il vous donne une idée de la puissance de ces entreprises. Je veux dire, quand Walmart, avec son chiffre d'affaires gigantesque, ses milliards de dollars, ses dizaines, ses centaines de milliers de salariés, sa présence à l'échelle mondiale, quand les patrons de Walmart, quand les grands actionnaires de Walmart s'adressent à un gouvernement dans un pays pauvre, mais même à un gouvernement d'un pays riche, ils s'adressent pas, ils ont un poids sur la politique qui est décidée, qui est énorme en fait. Quand les patrons de Total vont voir le gouvernement français, ils ont un poids énorme sur les décisions qui sont prises. Ils pèsent non seulement sur l'économie, mais ils pèsent aussi sur la politique de ces États. Et on assiste au passage à une pénétration, à une sorte de fusion entre l'appareil de l'État, entre l'État bourgeois et ce capital financier. Et vous avez des gens, comme ça, même ça se voit même dans le personnel politique, qui font la navette en permanence entre les conseils d'administration des grandes entreprises et les gouvernements bourgeois. Bon. Vous allez me dire, il y a Emmanuel Macron qui en est un excellent exemple, mais il y en a d'autres. Combien de ministres bourgeois, combien de très hauts fonctionnaires font ensuite ce qu'ils appellent du pantouflage, ils ont même inventé un mot pour ça, font ensuite du pantouflage, c'est-à-dire qu'ils vont ensuite, une fois leur mandat fini, s'installer dans un conseil d'administration d'une grande entreprise, s'installer dans un conseil d'administration d'un grand groupe financier, etc., font en fait la navette entre les deux. Parce qu'au final, ils défendent les mêmes intérêts dans les deux endroits. Ils défendent dans les deux endroits les intérêts du capital, des grands monopoles capitalistes. Et ce phénomène, il s'accompagne d'un autre phénomène, celui de la saturation des marchés. Ça aussi, c'est quelque chose dont on a parlé ce matin. Le fait que, pour faire des profits, la bourgeoisie, elle doit naturellement produire plus qu'elle ne peut vendre. Ça, c'est un phénomène qui est une des lois fondamentales du capitalisme. Il y a forcément une partie de ce qui est produit qui n'est pas payé aux salariés. Je m'explique. Les travailleurs salariés, ils représentent une part de plus en plus importante des consommateurs, au fur et à mesure que se développe le capitalisme. Aujourd'hui, étant donné que la classe ouvrière, le salariat, représente la majorité de la population mondiale, ça veut dire que le salariat représente aussi la majorité des consommateurs à l'échelle mondiale. Or, cela veut dire que les travailleurs, la bourgeoisie ne peut pas leur donner des salaires équivalents, suffisants, pour racheter toute la production. Parce que sinon, elle ne pourrait pas faire de profit. Elle est obligée de payer un travailleur moins que la valeur de ce qu'il produit. Ce qui fait que, pris de façon générale, l'intégralité de la production ne peut pas être achetée, est forcément supérieure à la capacité d'absorption du marché. C'est une loi du capitalisme. C'est ce qui explique, par exemple, c'est le mécanisme qui explique aussi les crises de surproduction. Le fait que régulièrement, le marché est saturé par la quantité de marchandises qui est mise à disposition par le capitalisme, parce qu'il ne peut pas absorber toutes ces marchandises. Et donc régulièrement, vous avez un phénomène de crise de surproduction qui se produit. Mais ce mécanisme, ce phénomène, il a une autre conséquence. Cette autre conséquence, c'est le fait que si vous prenez une classe dirigeante, un capitalisme national, on a parlé ce matin de l'État-nation, si vous prenez par exemple le capitalisme français, que vous le ramenez à l'échelle de son marché national, ça veut dire que la bourgeoisie française, à un moment donné, le capitalisme français produit plus de marchandises que ce que le marché national français peut absorber.
pour éviter la crise de surproduction, pour continuer à faire des profits, les capitalistes sont obligés d'aller vendre leurs marchandises ailleurs. Ils sont obligés d'exporter. Et ça vaut pour je parle de la classe capitaliste française, mais ça vaut pour toutes les classes capitalistes à partir du moment où elles sont arrivées à un certain stade de leur développement, à partir du moment où leur économie est suffisamment développée pour commencer à saturer leur propre marché national. Et donc toutes les classes capitalistes sont amenées à exporter. Et exporter pas seulement des marchandises, puisque leur propre marché national est bouché, il n'y a pas que les marchandises qu'elles n'arrivent plus qui n'y arrivent plus à trouver de place. Il y a aussi les capitaux, il y a aussi les investissements à faire. Puisqu'à partir du moment où, dans un pays, tout ce que vous pourrez produire en plus, vous n'arriverez pas à le vendre là, de toute façon, parce que le marché il est déjà bouché, ça ne sert à rien d'investir des capitaux, de nouvelles usines, de nouvelles chaînes de production, ça ne sert à rien d'investir en plus. Donc, même pour investir des capitaux, les capitalistes sont là aussi amenés à aller chercher ailleurs des endroits où ils pourront vendre leurs marchandises, mais aussi investir leurs capitaux pour développer de nouvelles industries et continuer à produire encore toujours plus de profits. Et donc, ils sont poussés, les capitalistes ont besoin d'aller conquérir à l'étranger de nouveaux marchés sur lesquels la bourgeoisie pourra vendre ses marchandises et investir ses capitaux. Et cette quête des classes dirigeantes pour la conquête de nouveaux marchés, c'est ça qui explique, par exemple, au XIXe siècle, a expliqué le phénomène de la colonisation. Cette conquête du monde par les classes dirigeantes des puissances impérialistes occidentales, en Europe, en Amérique du Nord, au Japon, etc., pour aller chercher des nouveaux marchés, y compris par la force. Typiquement, il y a eu de nombreux exemples de cela, mais il y a eu le cas, par exemple, des guerres de l'opium. Les deux guerres par lesquelles, au XIXe siècle, des guerres, on n'en parle quasiment jamais aujourd'hui en France, mais deux guerres sanglantes, extrêmement brutales, menées pour la première par la Grande-Bretagne seule, puis par la deuxième par la Grande-Bretagne et la France. Deux guerres dont l'objectif, quel était-il ? Il était de forcer la Chine à ouvrir son marché aux commerçants britanniques et français pour qu'ils puissent venir y vendre leurs marchandises. Et quelles marchandises, me direz-vous ? On les appelle les guerres de l'opium, c'est pas pour rien, parce qu'une de ces marchandises que les impérialistes britanniques voulaient notamment vendre à tout prix en Chine, c'était l'opium. Il s'agissait en fait, c'est-à-dire que l'impérialisme britannique a fait deux guerres, dont une, il faut le souligner, il faut le rappeler, parce qu'il n'y a pas que dans l'histoire, dont une en connivence avec l'impérialisme français, pour aller obliger la Chine à ouvrir son marché au trafic de l'opium qu'organisaient les capitalistes et les impérialistes britanniques pour continuer à faire des profits. Et ça, c'est juste un exemple. Au XIXe siècle, l'impérialisme a pris la forme de conquête militaire pure et simple de continents entiers. En 1850, le continent africain, il était, pour son immense majorité, indépendant. Il n'était pas touché par la colonisation. La colonisation, elle se résumait au milieu du XIXe siècle, donc vers 1850, à quelques petits comptoirs sur la côte, à l'exception de quelques territoires qui avaient déjà été colonisés. Dans sa grande majorité, il n'avait pas été colonisé. En 1900, il restait 2 États qui n'avaient pas été colonisés. C'est tout. Tout le reste avait été occupé. Ces 2 États, c'était l'Éthiopie, qui avait résisté à 2 tentatives d'invasion italienne, et le Libéria, qui n'avait pas été colonisé, parce qu'il était déjà de facto une colonie américaine, parce qu'il était déjà de facto un pays soumis à l'impérialisme des États-Unis. Donc ça veut dire qu'en l'espace de à peine 50 ans, vous avez la quasi-totalité du continent africain qui a été conquis, vous avez dans le même temps l'Asie centrale, l'Asie du Sud-Est, l'Indochine, etc. Toute une série de pays qui ont été envahis par les impérialistes pour se doter de nouveaux marchés. Et ce qui s'est passé, c'est que ces nouveaux marchés, cette bourgeoisie coloniale, elle avait aussi besoin de les protéger. Parce que la Grande-Bretagne et la France ont fait la guerre à la Chine pour l'obliger à lever ses barrières douanières, pour l'obliger à laisser rentrer les marchandises européennes, les marchandises américaines, etc. Mais il n'était pas question, pour les impérialistes français, pour les colonialistes français ou anglais ou autres, d'aller conquérir l'Inde, la Birmanie ou le Sénégal, pour ensuite ouvrir ses frontières à tous les autres impérialistes. En substance, le colonialisme français, s'il allait conquérir un pays, c'était pour ses propres profits. C'était pas du tout pour ouvrir ce pays
à la concurrence des autres pays impérialistes. Il s'agissait d'étendre son propre marché national. Et donc le colonialisme avait l'avantage pour les puissances impérialistes européennes de leur donner de nouveaux marchés autour desquels elles pouvaient mettre de grosses barrières douanières pour les protéger de la concurrence des autres pays. Et donc sur ces marchés, ils pouvaient ensuite vendre leurs marchandises en profitant du fait qu'ils avaient occupé militairement ces pays, qu'ils les dominaient complètement. Typiquement, régulièrement, le pouvoir colonial français en Indochine, quand il avait des surplus, par exemple des surplus de sel ou des surplus d'alcool, qui étaient produits dans les usines françaises implantées en Indochine, quand il avait des surplus qu'il n'arrivait pas à vendre, en fait, les fonctionnaires coloniaux, ils ne se cassaient pas la tête, ils faisaient de la vente forcée. Ils faisaient le tour des villages avec des groupes d'hommes en armes pour obliger les chefs de village à acheter tant de kilos de sel par tête de pipe, tant de litres d'alcool par tête de pipe, pour garantir les profits des entreprises qui produisaient ça. Et donc, au-delà de ça, au-delà de ces nouveaux marchés gagnés et gardés par la force, les impérialistes, les capitalistes, ont aussi investi des capitaux. L'exemple le plus frappant, je trouve, de ces investissements de capitaux, c'est le cas de l'industrie du caoutchouc. Parce qu'au début du XIXe siècle, au début du XXe siècle, vous avez le développement de l'industrie automobile, vous avez le moteur à explosion qui a inventé les voitures, se mettent à rouler, tout ça. Le problème, c'est que les voitures, elles ont besoin de pneus, il y a besoin de caoutchouc. Or, avant, on faisait le caoutchouc avec l'EVA, un arbre, mais qui ne pousse qu'en Amérique du Sud. Et ça voulait dire que les entreprises américaines qui dominaient économiquement cette région, elles avaient de facto un monopole en fait sur la production de caoutchouc. Et donc vous avez toute une série de pays qui ont essayé de développer leur propre industrie du caoutchouc. Et la France a fait ça en implantant en Indochine une industrie du caoutchouc à grande échelle. Ils ont été chercher des EVA qu'ils ont plantés en Indochine en rasant des hectares de terre qui étaient cultivés auparavant, qui servaient notamment à produire de la nourriture pour la population locale. Ils ont rasé tout ça, ils ont planté des quantités phénoménales d'EVA, et avec le travail forcé, d'une part, et le développement d'une petite classe ouvrière locale, indo-chinoise, ils ont développé une industrie massive de l'EVA, dont le but était de tenter de piquer des parts de marché aux entreprises américaines qui dominaient le marché du caoutchouc sud-américain. Et ce processus, et là on a un processus qui est assez clair d'investissement de capitaux. Parce que souvent, ce qu'on entend sur la colonisation, vous avez des gens, ils vont vous expliquer qu'en fait, la colonisation, c'est un phénomène où c'est juste les Européens qui venaient, qui piquaient les ressources locales, et puis qui partaient. Mais c'est plus complexe que ça, en fait, parce que parmi le processus impérialiste de la colonisation, il y a aussi eu les investissements en capitaux, où vous avez les capitalistes qui sont venus aussi développer des industries, pas du tout pour servir les intérêts des travailleurs locaux, en l'occurrence les travailleurs indo-chinois, le caoutchouc, à la fin, il leur servait à rien, puisque ça partait dans les usines automobiles d'Europe, ça leur servait absolument à rien, mais il s'agissait aussi d'exploiter la force de travail locale et de trouver un endroit où investir des capitaux. Donc c'est ce processus-là aussi qui accompagne le développement de l'impérialisme. Et au final, ce processus de conquête coloniale, il aboutit à la dernière condition de Lénine, celle dont il parlait, la fin du partage territorial du globe entre les plus grandes puissances capitalistes. À la fin du XIXe siècle, la quasi-totalité de la planète, en fait, est divisée entre les grandes puissances impérialistes. Vous avez ces cartes qu'on montre au lycée, vous avez le monde, tel qu'il était en 1914, et c'est une carte du monde qui est assez simple, parce qu'en fait, il doit y avoir une dizaine de couleurs dessus à tout casser. Vous avez, en Amérique du Sud, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des pays indépendants, qui sont dominés par les États-Unis et la Grande-Bretagne, mais ils sont formellement indépendants. Mais alors, pour le reste du monde, c'est très simple. Vous coupez les continents en 2 ou 3, et puis vous faites des gros coups de couleur dessus, parce qu'en fait, le monde est partagé entre l'empire colonial français, anglais, un peu italien, un peu portugais, un peu espagnol, un peu allemand, mais globalement, le monde est partagé en une poignée de puissances impérialistes, qui ont conquis des continents entiers, qui ont asservi des millions et des millions de gens, tout ça pour servir les intérêts et les profits de leur propre classe dirigeante. Et des fois, ça a pris des formes, quand je dis partager le monde, des fois, ça a pris des formes très, très concrètes d'un partage, textuellement d'un partage. La conférence de Berlin, par exemple, en 1885, elle a servi à ça. C'est les grandes puissances européennes qui se sont réunies à Berlin pour se mettre d'accord sur les frontières de leurs empires coloniaux en Afrique. À ce moment-là, la plupart des pays européens ne contrôlaient que la côte. Et le problème, c'est qu'ils se disaient,
Il y avait la crainte que s'ils se lançaient tous dans toutes les directions pour aller conquérir l'intérieur du continent, ça allait causer plein de problèmes. Et donc la conférence de Berlin visait à tracer des frontières à très grands traits pour dire, alors tout ce qui est en dessous de ce parallèle, en partant de la côte, c'est plutôt aux Portugais, tout ce qui est en dessous de telle limite, c'est plutôt aux Français, etc. Cette conférence a donc, de facto, concrètement, partagé le continent africain entre les grandes puissances européennes. Et il y a eu la conférence de Berlin pour l'Afrique, donc a partagé un continent entier, mais il y en a eu toute une série d'autres, où concrètement, des peuples entiers ont été découpés par les impérialistes, qui ont fixé leurs propres frontières selon les intérêts de leur classe dirigeante. Et bien sûr, pour justifier cette conquête coloniale, la classe dirigeante a dû justifier cette conquête et inventer une idéologie raciste, une idéologie civilisatrice. C'est-à-dire l'idée qu'on n'y va pas, on n'envoie pas nos armées conquérir la Chine ou conquérir le Sénégal ou que sais-je, pour les profits des maîtres des forges des maîtres des forges français ou des barons de la Lorraine. On n'y va pas pour ça. On y va pour civiliser ces pauvres gens qui ont besoin de nous, pour leur apporter les lumières du progrès, les lumières du christianisme, tout ce que vous voulez. Quelque chose que Kipling, qui est un des grands poètes de l'impérialisme britannique, avait résumé en parlant de ce qu'il appelait le fardeau de l'homme blanc. C'est un très beau poème, il est très bien écrit. Politiquement, il est abominable, mais il est très bien écrit. Il vous explique dedans que l'homme blanc a un fardeau. Il fait la comparaison avec Jésus qui porte sa croix. C'est très long en plus, c'est du Kipling, donc c'est des poèmes très longs. Et que le fardeau de l'homme blanc, c'est le fait de porter sur son dos les peuples non blancs, qui sont des enfants qui ont besoin d'être portés, qui en plus ils sont ingrats, ils se plaignent, ils sont pas contents, ils se révoltent, etc. Mais c'est le fardeau de l'homme blanc de devoir aider les autres peuples vers la civilisation. Et donc concrètement, cette mission civilisatrice dont parle Kipling, ce fardeau, en fait, il prenait très souvent, en réalité, la forme d'une exploitation brutale et parfois quasi génocidaire. Par exemple, au Congo belge, entre 1885 et 1906, il n'y a pas que les Français qui avaient eu l'idée de concurrencer les entreprises américaines du caoutchouc, il y avait aussi le roi Léopold de Belgique qui avait eu la même idée. Ses armées avaient occupé le Congo, et lui aussi avait eu l'idée d'y implanter des plantations géantes d'EVA, en disant, de toute façon, il y a plein de gens là-bas, on va les faire travailler de force dans les plantations, comme ça on produira plein de caoutchouc, et ça fera beaucoup de profit. Et la combinaison des massacres de ceux qui résistaient à la conquête, la combinaison de l'imposition du travail forcé, où on prenait de force des villages entiers pour les emmener, parfois à des dizaines de kilomètres de chez eux, pour les obliger à travailler dans des plantations pendant des semaines et des semaines, la combinaison de tout ça, ont tué entre 5 et 10 millions de personnes en l'espace d'une vingtaine d'années. On estime qu'il y a certains historiens qui estiment que c'est 75% de la population du Congo qui a disparu. 75%. Tout ça pour les bénéfices du capitalisme belge. Je parle des capitalistes belges, mais il n'y a pas que, bien sûr. Tous les impérialismes, tous les colonialistes, tous les empires coloniaux de l'époque ont tiré leur profit, mais de mares de sang, de massacres abominables menés au nom des intérêts de leur classe dirigeante. Ça aussi, c'est un truc. Souvent, on entend ça. Vous avez cette espèce de petite légende que chaque grande puissance impérialiste, que chaque puissance coloniale va tenter de mettre en avant, en disant « Ah oui, ok, les Belges, ils étaient horribles. Ah oui, le colonialisme belge, le colonialisme japonais, le colonialisme ceci, etc. Ah oui, c'était vraiment des monstres. Mais nous, on était mieux. Nous, on était... Alors pour les Français, nous on était laïcs, nous on était républicains, nous on était ceci. Les Anglais vont vous dire, ah oui, mais nous on les a convertis aussi, nous on leur a envoyé des missionnaires, nous on leur a envoyé ceci. En fait, vous prenez tous les empires coloniaux au 19e, au 20e siècle, tous, ils ont au moins un génocide dans leur passif. Et généralement, ceux qui n'ont qu'un seul génocide, c'est parce que leur empire colonial était tout petit. La plupart, en réalité, ils en ont plusieurs. Et alors vraiment... Des choses absolument monstrueuses. Et donc on voit bien que là-dedans, en fait, il n'y a aucune mission civilisatrice. Il s'agissait d'aller exploiter jusqu'à l'os des peuples entiers pour les profits et les bénéfices d'une minorité de capitalistes. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui vont essayer d'expliquer, en fait, les théoriciens décoloniaux, qui vont essayer d'expliquer, en fait, l'impérialisme. À chaque fois que je lis des textes d'eux, je pense à Kipling, en fait, vous allez voir pourquoi.
qui tente d'expliquer l'impérialisme et la colonisation en inversant cette théorie. C'est-à-dire ce qui était autrefois le fardeau de l'homme blanc, sa mission civilisatrice, devient son péché originel. Et l'idée, ça serait que, ah oui, mais de la même façon que Kipling disait, c'est notre mission naturelle, c'est notre mission historique d'aller civiliser ces peuples, vous avez des théoriciens décoloniaux qui vont vous expliquer que tout le problème vient du fait que ils étaient blancs. Tout le problème vient du fait que mais c'est les peuples européens. Il y a quelque chose dans leur culture, il y a quelque chose dans leur langue, il y a quelque chose dans leur histoire, on ne sait pas, qui les pousse à l'expansionnisme, qui les pousse à vouloir absolument conquérir d'autres peuples. Donc il ne faut pas essayer de chercher à expliquer ça par des raisons matérielles, il ne faut pas essayer de chercher à expliquer ça par du profit. C'est juste une inversion, en fait, en négatif de ce mensonge civilisateur des puissances impérialistes. Et c'est en réalité quelque chose d'absurde, ne serait-ce que parce que vous avez des pays non occidentaux, des pays non blancs, des pays non européens, qui ont été, ou qui sont encore aujourd'hui des puissances impérialistes, et qui ne sont pas comportés beaucoup mieux que les impérialistes d'Occident, de France, d'Angleterre, etc. Je veux dire, prenez en exemple ce qu'a fait le Japon quand il a colonisé la Corée ou la Mandchourie. On ne peut pas vraiment dire que ce soit beaucoup plus humain, beaucoup moins impérialiste, beaucoup moins criminel que ce qu'ont mené, que l'impérialisme qu'ont mené les impérialistes français, anglais, ou espagnols, ou portugais, ou autres. C'est-à-dire que ce n'est pas une question raciale ou nationale, c'est une question, en dernière analyse, économique. Cette question, d'ailleurs, en passant, j'aborde un autre point, c'est que cette question, cette théorie, elle est souvent liée à une autre idée. Elle est souvent liée à l'idée que les travailleurs des pays impérialistes, ils bénéficieraient en quelque sorte de l'impérialisme de leur propre pays, de leur propre classe dirigeante. Que les travailleurs d'une puissance impérialiste, ils auraient un avantage à ce que leur propre classe dirigeante, elle ait un impérialisme puissant, et donc ils n'auraient pas intérêt à la combattre. Ils n'auraient pas intérêt à combattre leur propre impérialisme. Concrètement, que les travailleurs français, ils auraient un intérêt, ils auraient une communauté d'intérêts avec leur propre classe dirigeante et leur propre impérialisme. Qu'ils en tireraient des privilèges, qu'ils en tireraient des bénéfices, etc. Et cette idée, elle repose sur une réalité, sur une petite réalité, qui est que la bourgeoisie de toutes les puissances impérialistes, elle a utilisé une infime partie des profits tirés de l'exploitation des pays dominés pour corrompre une partie de la classe ouvrière des pays impérialistes, ce que Lénine appelait l'aristocratie ouvrière. Une petite partie de la classe ouvrière qu'il a été possible d'acheter, de corrompre, grâce aux profits tirés de l'exploitation impérialiste. C'est un plan, d'ailleurs, qui, dans certains cas, a été un plan conscient des impérialistes. Dans ses souvenirs, le grand impérialiste, je ne vois pas comment le définir autrement, Cecil Rhodes, qui est un des grands théoriciens de l'impérialisme britannique, un des grands praticiens de l'impérialisme britannique, il raconte comment est-ce qu'il a été convaincu de la nécessité de conquérir l'Afrique en sortant d'une réunion socialiste dans une banlieue de Londres, qu'il avait tellement entendu parler de révolution, qu'il avait tellement vu de travailleurs pauvres, appauvris par la crise, qui voulaient renverser le système, qu'il en a tiré la conclusion que oui, il faut vraiment conquérir l'Afrique, il faut vraiment trouver ailleurs des moyens d'étouffer, de distraire, d'étouffer ça, en corrompant leurs chefs, en corrompant leurs dirigeants, en allant trouver un déversoir ailleurs pour leur pauvreté, pour leur misère. Et ça, c'est un plan conscient, en fait, de la bourgeoisie, d'utiliser ça, d'utiliser cet argent, ces profits, pour corrompre une partie de la classe ouvrière. Mais attention, ça ne veut pas dire que la théorie de ces gens qui prétendent qu'il y a une communauté d'intérêt entre la classe ouvrière et l'impérialisme, elle est vraie. Premièrement, parce que cette couche corrompue, elle n'est pas toute la classe ouvrière. La majorité des travailleurs, en réalité, ils ne tirent aucun privilège financier, économique, de l'oppression impérialiste. Ça se voit très concrètement. Vous regardez, par exemple, suffit de comparer les faits. L'évolution du niveau de vie moyen des travailleurs français n'est pas liée à l'évolution des profits que la classe dirigeante tire de son impérialisme. Vous prenez l'époque où l'impérialisme français, où l'empire colonial français était à son apogée, dans les années 20, avant la crise économique de 1929, le moment où la France occupait une bonne moitié de l'Afrique, des pays entiers en Asie ou ailleurs, c'est le moment où, en France, la classe ouvrière voit son niveau de vie baisser, se prend en pleine tête toutes les attaques sur le fordisme, la rationalisation, l'intensification de l'exploitation, c'est-à-dire au moment même où l'impérialisme français ou son empire colonial est à son apogée, c'est aussi le moment où la bourgeoisie attaque aussi à fond la classe ouvrière en France, en métropole. Parce qu'en fait, les profits de la bourgeoisie qu'elle tire de son impérialisme, qu'elle tire de l'étranger, ils servent aussi à renforcer sa domination en métropole et à renforcer et à perpétuer l'exploitation des travailleurs. Plus la classe bourgeoise elle est puissante,
plus elle peut aussi écraser les travailleurs, pas seulement à l'étranger, mais aussi en métropole. Et dernièrement, cette idée, elle oublie un autre fait, c'est que la bourgeoisie, elle ne corrompt pas qu'une partie de la classe ouvrière des métropoles. Elle corrompt aussi des gens dans les pays dominés, dans les pays qu'elle domine, dans les pays où elle s'appuie, dans les pays qu'elle domine, que son impérialisme domine. Elle corrompt la bourgeoisie locale, elle corrompt une partie des classes dirigeantes locales, qu'elle utilise comme des intermédiaires pour son exploitation. Ce qu'on appelle une bourgeoisie comprador, une bourgeoisie intermédiaire, qui sert de relais entre son propre impérialisme et la classe ouvrière et les paysans pauvres locaux, qu'elle aide les impérialistes à exploiter. Et donc, dans cette situation-là, cette classe bourgeoise indigène n'a pas d'intérêt commun avec sa propre classe ouvrière, la classe ouvrière indigène, pas plus qu'avec les paysans pauvres. Elle aide les impérialistes à les exploiter. Et donc, on voit bien qu'en réalité, il existe un intérêt commun des travailleurs des pays impérialistes et des pays opprimés à lutter en commun contre ceux qui les exploitent, c'est-à-dire la classe capitaliste impérialiste, l'impérialisme et ses relais locaux, qui, eux, tirent réellement un bénéfice, un avantage de cette question. La raison pour laquelle vous avez des théoriciens qui refusent de reconnaître cette réalité, c'est qu'en fait, ils refusent d'imaginer qu'on puisse renverser le capitalisme. Ils refusent d'envisager qu'on puisse mettre fin à ce système. Le maximum qu'ils imaginent, c'est d'avoir une situation où cette bourgeoisie locale, elle gagne plus de bénéfices, elle tire plus de profit pour elle, elle devient un peu plus puissante, elle devient une bourgeoisie à part entière. C'est la seule raison. Mais pour en revenir donc à l'expansion du capitalisme et au développement de l'impérialisme, parce que le temps passe, le problème que vous voyez peut-être venir, c'est que quand le monde entier est partagé entre des grandes puissances, le problème dont j'ai parlé tout à l'heure sur la saturation du marché, il se pose à nouveau. Parce qu'à partir du moment où toutes les puissances, elles ont partagé le monde, elles ont partagé les marchés disponibles, elles ont investi autant qu'elles le pouvaient partout, et le même problème se repose. C'est-à-dire qu'à nouveau, vous avez des pays qui ont besoin d'exporter en dehors de leur propre marché national, mais même en dehors de leurs colonies, et qui ont besoin d'avoir de nouvelles colonies, qui ont besoin d'avoir plus de colonies. Et c'est ça qui se produit au début du XXe siècle. Les pays où le capitalisme s'est développé plus tardivement sont développés, pour faire simple, après la France, après l'Angleterre, après les Pays-Bas, en gros, après ceux qui se sont lancés dans la conquête du monde en premier, ces pays-là qui sont arrivés un peu plus tard, mais qui néanmoins ont développé leur propre capitalisme. Je veux parler des États-Unis, de l'Allemagne, du Japon, etc. Ces pays-là, ils veulent leur propre colonie, ils veulent leur propre marché à eux, qu'ils iront conquérir à l'étranger. Les États-Unis, c'est le moment où ils adoptent la doctrine Monroe, d'après le nom du président Monroe au début du XIXe siècle. C'est-à-dire l'idée que tout le marché sud-américain doit être réservé aux États-Unis et que les Européens ne doivent pas y mettre le pied. C'est le moment aussi, à la fin du XIXe siècle, où ils font la guerre à l'Espagne pour s'approprier, pour aller directement, en fait, prendre des colonies à l'Espagne. Cuba et les Philippines étaient auparavant des colonies espagnoles. Après cette guerre, elles deviennent des États, soit comme les Philippines, une colonie américaine, soit comme Cuba, un État formellement indépendant, mais complètement dépendant, en réalité, des États-Unis. Le Japon, lui aussi, arrivé tardivement sur le marché, dans la compétition impérialiste, se taille un marché à lui, en s'attaquant à l'impérialisme russe, un des impérialismes européens les plus faibles, mais aussi en allant attaquer ses voisins chinois et coréens, dans lesquels le capitalisme n'est pas encore aussi développé. Et en Europe, l'Allemagne et l'Italie, ils veulent des colonies à eux aussi. Ils veulent eux aussi avoir des marchés à l'extérieur pour pouvoir y développer, y diffuser, y déverser leurs propres marchandises, leur propre surplus de marchandises et de capitaux. Mais ça, pour eux, le seul moyen, le monde est déjà partagé. Le monde a déjà été partagé entre toutes les puissances impérialistes. Et celles qui sont arrivées en premier ont pris la part du lion. Ceux qui viennent d'arriver sur le marché, qui veulent leur part à eux, s'ils veulent en avoir, il va falloir qu'ils se battent. Et c'est ça qui explique les guerres impérialistes, les tensions entre grandes puissances. Et c'est ça qui explique les deux guerres mondiales impérialistes qu'on a eues au XXe siècle. La guerre de 14-18, par laquelle l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, le Japon, en gros, ont essayé de forcer un nouveau partage du monde, en nouant des alliances entre eux, ce dont Lénine parlait tout à l'heure, ces alliances entre puissances impérialistes qui se mettent d'accord entre elles pour se partager le monde selon leurs intérêts à elles. Puis une deuxième guerre mondiale en 1939-1945, où derrière le masque du nazisme, c'est la même chose. C'est l'impérialisme allemand qui étouffait au sein de ses frontières nationales, au sein de son marché national trop petit, et qui donc voulait aller piquer des colonies, aller piquer des marchés sur lesquels déverser ses marchandises.
aux puissances impérialistes déjà installées, la Grande-Bretagne, la France, etc. Et ces guerres, au final, elles ont consacré la domination de la plus puissante des économies impérialistes, les États-Unis, qui, à travers ces guerres, a pu asseoir sa domination sur le marché capitaliste. Et j'accélère. Ouais. Ça va aller. Après cette guerre, donc après la Deuxième Guerre mondiale, la révolution des peuples coloniaux, puis la menace que représentait l'URSS, elles ont obligé les puissances impérialistes à abandonner la tutelle militaire directe. Vous avez eu ce qu'on a appelé la grande vague des indépendances, où l'impérialisme britannique, l'impérialisme français, l'impérialisme, etc., ils ont donné l'indépendance à leurs anciennes colonies, pas à toutes. On parlait ce matin pour la question nationale, par exemple, de la Kanaki, mais il y en a d'autres. Il y a un certain nombre d'autres territoires qui sont toujours sous domination coloniale directe. Mais en tout cas, ils en ont abandonné un certain nombre. Mais concrètement, la domination est restée. Parce que cette bourgeoisie, les pays colonisés dont je parlais tout à l'heure, cette bourgeoisie comprador, cette bourgeoisie qui servait d'intermédiaire, en fait, entre la classe capitale, entre l'impérialisme et leur propre classe ouvrière, elle a continué à jouer le même rôle, elle a continué à se vendre aux puissances impérialistes, à jouer les intermédiaires pour les impérialistes, mais simplement, cette fois-ci, elle avait son propre drapeau, sa propre constitution et ses propres frontières nationales, mais sur le plan économique, pas grand-chose n'avait changé. Un exemple clé de ça, c'est les anciennes colonies françaises. En Afrique subsaharienne, le départ le changement de drapeau et les indépendances formelles n'ont rien changé à la domination écrasante des entreprises françaises, du capitalisme français, sur des pans entiers du continent, en fait. C'est ce qu'on avait appelé la France-Afrique, c'est-à-dire la mise en place par l'impérialisme français d'États qui avaient été spécifiquement découpés, qui avaient été spécifiquement préparés avant même l'indépendance, pour être dépendants, pour rester dépendants le plus longtemps possible de l'impérialisme français, pour continuer à assurer la domination de l'impérialisme français sur ces États. Et l'instauration, au passage, de régimes dictatoriaux qui doivent leur pouvoir à la France, qui n'ont aucune base populaire et qui donc sont dépendants, en fait, du soutien de l'impérialisme français. Pendant des décennies, les 30 Glorieuses, l'expansion du marché mondial suite au rétablissement du capitalisme en Chine, en Europe de l'Est et en ex-URSS, pendant des décennies, la croissance économique du capitalisme, elle a réduit les tensions entre les grandes puissances impérialistes. Pour faire simple, le gâteau ne faisait que grandir. Et donc les puissances capitalistes, elles pouvaient se partager, elles pouvaient chacune y trouver leur part. Il y avait toujours des frictions, il y avait toujours des tensions, mais globalement, elles pouvaient faire chez leurs affaires dans une paix relative. Mais à partir de la fin des années 2000, il y a eu la combinaison de la crise économique mondiale et puis de l'apparition ou la réapparition de grandes puissances impérialistes rivales des États-Unis qui dominaient le marché mondial à ce moment-là. Ces puissances impérialistes rivales, notamment la Russie et surtout la Chine. La Chine qui aujourd'hui vient concurrencer l'impérialisme américain, vient concurrencer la domination mondiale de l'impérialisme américain. Juste pour donner quelques chiffres, pour illustrer ce caractère, ce nouveau caractère de l'impérialisme chinois, en 2023, parmi les 500 plus grandes entreprises mondiales, 135 étaient chinoises. Les 4 plus grandes banques du monde, en termes de capitaux, sont chinoises. Et quand je parlais tout à l'heure des investissements de capitaux à l'étranger, entre 2002 et 2016, la valeur des investissements directs de la Chine à l'étranger a été multipliée par 100. On a assisté à des projets pharaoniques de développement d'infrastructures à l'étranger. Vous avez entendu parler sans doute dans les journaux, les nouvelles routes de la soie, etc. C'est un peu mystérieux comme ça quand on en entend parler, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. En fait, c'est assez simple. C'est le capitalisme chinois. L'impérialisme chinois a besoin d'assurer ses voies d'approvisionnement en matières premières, ses voies d'approvisionnement en ressources, en tout ça, mais aussi ses voies d'exportation de marchandises. Donc, il investit massivement, il achète des ports, comme le port du Pirée en Grèce, ou le port de Djibouti. Il veut construire des voies ferrées gigantesques qui relient des pays à d'autres nouveaux pays. Les autoroutes dans les Balkans, tout ça. Et tout ça signifie que le gâteau, en fait, disponible, le gâteau du monde, s'est réduit. Et donc, au moment où de nouvelles puissances en réclamaient une plus grande part, il y a moins de marchés disponibles, il y a moins de bénéfices à se faire, il y a moins de profits à se faire. Et donc, on a une aggravation des tensions inter-impérialistes. D'une part, les États-Unis, qui étaient jusque-là la principale, la seule en fait grande puissance véritablement mondiale, veulent défendre leur domination. Et c'est ce qui s'est passé en Ukraine, on en a parlé ce matin, je ne vais pas y revenir dessus, mais où Biden a provoqué une guerre, a poussé à la guerre par procuration pour affaiblir la Russie.
C'est aussi ce qui se passe aujourd'hui. Trump a compris que les États-Unis ne peuvent plus régner sans partage comme auparavant, mais néanmoins, il veut que les États-Unis dominent leur sphère d'influence en Amérique du Sud, s'opposent à la Chine et conservent au maximum leurs profits face à leurs rivaux. C'est ça qui explique toutes ces mesures mises en place ces derniers jours. La guerre commerciale, tout ça. Mais d'autre part, vous avez aussi les rivaux des États-Unis, qui eux aussi veulent étendre leur part de marché, veulent conquérir leur propre sphère d'influence. En Afrique, la Chine et la Russie viennent concurrencer la France dans son précaré traditionnel. L'impérialisme français, je vais m'arrêter, l'impérialisme français, il est en déclin accéléré et il est chassé d'un pays après l'autre par ses rivaux. Il y a quelques années, Bolloré, il a été obligé de vendre toutes les parts qu'il possédait en Afrique, dans le secteur des infrastructures en Afrique de l'Ouest. Un secteur qu'il dominait complètement, mais qu'il a dû vendre, il a dû abandonner, parce que la concurrence des entreprises chinoises dans ce secteur était devenue trop importante. Donc vous avez comme ça une lutte de plus en plus féroce sur le plan économique, politique et aussi militaire entre les grandes puissances impérialistes. Parce que c'est ça qui explique l'augmentation des dépenses militaires dont on parle. Ces budgets géants, ces nouvelles coupes qu'il va falloir consentir pour payer les porte-avions, pour payer les avions, etc. Concrètement, l'impérialisme français, il voit ses possessions impérialistes se réduire de plus en plus. Il voit de plus en plus de rivaux venir manger des parts de marché, lui piquer des sphères d'influence, etc. Il veut pouvoir les défendre. Il veut pouvoir les défendre par la force si nécessaire. Et donc, c'est ça qui explique qu'il faut un nouveau but, qu'il faut plus de budget, qu'il faut plus de dépenses militaires. C'est ça qui explique cette situation aujourd'hui. La question, pour finir, je vais m'arrêter avant que tu me... Bref, c'est comment est-ce qu'on résout cette question? Comment est-ce qu'on met fin à l'impérialisme? Comment est-ce qu'on abat ce système qui opprime le monde entier, qui appauvrit des continents entiers pour les bénéfices d'une poignée de capitalistes? La gauche réformiste, elle a une solution simple à cette question. C'est la même, c'est toujours la même. C'est la question du droit international. Tout ça, ça serait vachement plus simple si on avait une ONU, si on appliquait les traités internationaux, si on réglait la question des guerres, des rivalités impérialistes par des traités, par un droit, par un code de loi international bien écrit, si on réformait l'ONU, si on lui donnait un caractère plus démocratique, etc., etc. Mélenchon, par exemple, est à fond sur l'idée d'une réforme de l'ONU. Mais en réalité, c'est une pure utopie, toute cette question. Parce que comment est-ce qu'on fait déjà pour réformer l'ONU? Si on veut réformer l'ONU, il faut l'approbation des 5 membres des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, qui sont les 5 principales puissances impérialistes mondiales, qui n'ont aucun intérêt à abandonner leur poste au Conseil de sécurité, qui leur permet de mettre des vétos sur tout ce qu'elles n'aiment pas, donc qui n'ont aucun intérêt à réformer l'ONU. Mais même imaginons que, mystérieusement, faille spatio-temporelle, tous ces gens disparaissent au moment où cette question est votée, et hop, on arrive à faire une réforme avec un pays, une voix. Et comme ça, formellement, à l'ONU, à l'Assemblée générale, quand il s'agit de voter, la Somalie a la même légitimité démocratique que les États-Unis ou la Chine. On a fait cette réforme, c'est merveilleux. Mais en pratique, dans le vrai monde, dans le monde réel, la Somalie n'a pas la même puissance économique, n'a pas la même puissance militaire, n'a pas la même puissance diplomatique que les États-Unis ou la Chine. Donc, dans la salle de l'Assemblée générale, on pourra marquer tout ce qu'on veut sur le mur, mais il n'empêche que dans la réalité, les puissances impérialistes auront tous les moyens nécessaires pour pressurer, pour obliger les pays qu'elles dominent à voter comme ils veulent, à servir leurs intérêts. Ces réformistes, en fait, ils ne comprennent pas du tout qu'est-ce que c'est que l'ONU. L'ONU, c'est pas le règne du droit international, c'est pas quelque chose qui doit servir le progrès et le bien de l'humanité. L'ONU, pour reprendre l'expression de Lénine quand il parlait de son ancêtre, la SDN, la Société des Nations, c'est une cuisine de brigands. C'est un endroit où les impérialistes se réunissent pour se mettre d'accord et se partager le monde, et défendre leurs intérêts en commun. Comme ils l'ont fait, par exemple, quand il s'est agi d'écraser l'Irak sous les bombes en 91, d'envahir Haïti, quand le gouvernement haïtien, crime horrible, exigeait du gouvernement français qu'il paye des frais pour rembourser les crimes commis pendant la période coloniale, qu'il paye pour rembourser les crimes commis de cette période. Là, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont décidé que c'était absolument intolérable et qu'il fallait défendre le droit international en envahissant Haïti et en renversant son gouvernement élu. Et là, l'ONU a voté à l'unanimité sur cette question, enfin à l'unanimité du Conseil de sécurité sur cette question. Et quand ils n'arrivent pas à s'entendre, comme c'est le cas en ce moment, l'ONU est impuissante. L'ONU n'a pu rien faire sur la Palestine depuis bientôt 80 ans, n'a pu rien faire sur la guerre en Ukraine,
n'a pu rien faire sur aucune des questions importantes qui sont posées dans le monde ces 20 dernières années. Pourquoi ? Parce que les grandes puissances impérialistes qui utilisent l'ONU comme un cercle de négociation ne sont pas d'accord entre elles, ont des intérêts de plus en plus contradictoires, et donc n'arrivent plus à se mettre d'accord sur des intérêts communs. Et donc en réalité, qu'est-ce que c'est la solution ? Si l'impérialisme, c'est le stade suprême du capitalisme, si l'impérialisme, c'est le capitalisme arrivé à son plein développement, la solution pour mettre fin à l'impérialisme, en fait, elle est simple. Il s'agit de mettre fin au capitalisme lui-même. La seule solution pour empêcher le pillage impérialiste de la planète par une poignée de puissances capitalistes, de puissances impérialistes, c'est de renverser le capitalisme. C'est de mettre fin à la domination du monde et la domination de la société par une classe qui possède les grands moyens de production, qui possède les grands leviers de l'économie et qui les utilise, et qui utilise aussi l'État, qui utilise aussi tous les leviers qu'elle a à sa disposition pour accroître ses profits, et même si ça veut dire écraser des peuples entiers. En fait, la seule solution réaliste pour mettre fin à l'impérialisme, c'est pas d'essayer de réformer l'impérialisme, c'est pas d'essayer d'aboutir à un capitalisme gentil. La seule véritable solution pour mettre fin à l'impérialisme, c'est le communisme.